Nous sommes à Komondo, l'un des quartiers populaires de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ici, on grandit des légendes comme Samuel Eto'o. Nous sommes au carrefour qui porte justement le nom de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. À toute heure, le lieu grouille de monde. Mais ici, tout le monde ne rêve pas de football. Nous retrouvons à cette mi-journée Fabien, 23 ans. C'est un jeune homme presque ordinaire. Il est étudiant en 2e année de BTS, douane et transit, dans une université privée de la ville. Pourtant, il y a quelques mois seulement que Fabien a regagné le Cameroun. Il a bravé la Méditerranée dans un Zodiac avec une dizaine d'autres compagnons de voyage en vain. En 2015, que je décide de partir, de quitter le Cameroun pour me rendre à l'étranger, en Europe plus précisément. Cette mi-journée, Fabien retrouve dans cette buvette quelques habitués du coin. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Le tenancier est un ex-aventurier. C'est comme ça qu'il s'appelle ici, ces jeunes qui ont tenté de rallier l'Europe par voie clandestine et qui n'y sont pas parvenus. Fabien retrouve donc ici chaque jour une dizaine de jeunes. Ils savent qu'ici, c'est où on se retrouve souvent pour taper les commentaires par rapport au vécu qu'on a eu. Donc on veut souvent se voir, on vient ici, on tape les commentaires, on se dit. Parce que nous on n'a pas la chance d'être ensemble là-bas. Bon, parfois tu es à Oran, l'autre à Alger, l'autre est... Donc on se divise. Dont Yvan, à la recherche d'un emploi. Le jeune de 31 ans aime venir ici faire la causette. J'ai quitté le Cameroun en 2012 pour m'aventurer. Le but pour lequel je m'étais aventuré, c'était celui de rejoindre l'Occident. Yvan décide de partir à l'aventure il y a 23 ans. Orphelin depuis son enfance, il est élevé par sa grand-mère dans ce quartier et fait ses classes au lycée d'Aqua jusqu'en classe de première. Comme Yvan, Godard attrape le virus de l'aventure une fois son probatoire en poche. Alors sans emploi en 2008, il décide d'aller vivre une vie de rêve en Espagne. Il réunit ses économies et prend la route. C'est le Cameroun, hein. Quand c'est mauvais, tu vas faire comment? Quand par jour tu n'arrives pas à gagner quelque chose, tu le fais comment? C'est ça qui m'a encouragé de quitter. Donc c'était de mes fonds, hein. J'ai collecté, il y a aussi mon grand frère qui m'avait donné un code-part. Je suis parti avec. Au total, j'avais plus de 200 000. De l'argent, elle en a gagné plusieurs millions avant de décider d'aller vivre une vie de rêve en Europe. Marie-Louise, 38 ans, mère de 2 enfants et un 3e en route au moment de notre tournage, avait rassemblé 2 millions de francs CFA pour prendre la route direction l'Europe. J'ai pris la route, je me rappelle encore la dernière fois, nous avons pris la voiture parce qu'il y avait un monsieur qui arrivait, lui il faisait de temps en temps, on les appelle souvent des coxeurs, je ne sais pas comment on les appelle, des coxeurs ou des transporteurs. Lui, il vivait en Algérie. Et de là, il venait souvent pour prendre des gens ici. On a discuté sur le prix. On tombe d'accord. Il me dit, bon voilà, dans une semaine, nous serons partis. Tous ces jeunes disent avoir été encouragés par des amis, des frères, qui eux avaient déjà bravé avec succès la Méditerranée. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai décidé, et par les conseils aussi de mes proches, puisque je voyais certaines photos, ils me disaient que bon, si tu veux faire dans la médecine, puisque c'est dans la médecine que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai fait la série D, plus précisément dans la médecine. Ils m'ont dit, avant même d'arriver là-bas, j'ai eu à lancer des concours. Après l'obtention de mon bac, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu à lancer des concours pour l'école de médecine. Bon, ça n'a pas pu aller. J'ai donc décidé de me rendre à l'étranger. J'ai des amis qui m'ont dit, tiens Marie, il faut que tu viennes par ici parce que c'est un peu plus mieux ici, il faut que tu viennes et tout. Et puis, il y a un passage, je n'étais ni par ici au Cameroun, il faut que tu viennes passer par, tu vois, soit par le Maroc, soit par la Libye. Tu peux entrer en Europe, je dis, bon, voilà une opportunité. Les tranches de vie exhibées sur les réseaux sociaux, du luxe à profusion, de la réussite réelle ou feinte affichée,
en photo surtout, suffisent pour convaincre également ce jeune fils du Mongo de la région du littoral. À 18 ans, il est footballeur et rêve d'une carrière dans des championnats européens. Au départ ici, moi j'ai mené ma petite vie dans le sport, le football d'abord en particulier. Et moi ayant envie de réussir, j'avais des amis qui étaient à l'étranger, qui m'ont poussé à prendre ce risque-là en me disant, en me faisant parvenir le trajet par d'autres personnes interposées. Ceci m'a motivé à me déplacer. Son probatoire en poche, Godard décide d'arrêter ses études et se préparer à l'immigration. Il se lance dans le petit commerce dans un marché de la ville de Douala. Les affaires ne vont pas bien. Godard cède au récit de ses amis partis clandestinement s'installer en Europe. Il y a tous les renseignements, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce trajet-là. Ils vous donnent l'itinéraire, comment vous allez faire, tout. Donc en quittant, tu as l'itinéraire, tu as tout. Mais bon, tous les gens avec qui on était au marché ensemble, qui sont allés jusqu'à arriver, qui nous ont donné l'itinéraire. L'itinéraire, le connaître est déterminant pour quitter le pays. Tout comme pour Yvan. Lorsqu'un matin de janvier 2012, il se met en route, il sait exactement où aller, du moins sur du papier. Le 12 janvier 2012, je me lève le matin, j'avais à préparer mon voyage, accompagné d'un frère. Il m'accompagne du côté du rond-point 4e. Il veut s'arrêter, je lui dis non, tu vas m'accompagner jusqu'à Bonabéry. On prend les motos pour Bonabéry. On arrive à Bonabéry. Je me renseigne, on me dit voilà la gare qui transporte les gens pour Bouéa, tout ça parce que j'avais l'itinéraire avec moi. Donc, il n'y avait pas encore les gens. On s'est arrêté dans une cafette. On a un peu mangé, on causait, on discutait. Et après, quand l'heure est arrivée, ils ont commencé à klaxonner. Genre, il y a déjà les gens, on peut décoller. On a pris la voiture j'ai pris la voiture pour Bouéa. Arrivé à Bouéa, il était question que je prenne un autre véhicule pour, je crois, entre Kumba et Manfé pour continuer. Donc, arrivé, j'ai dit j'allais à Kumba. Bon, comme les gars qui chargeaient les voitures, ils ont vu mon attitude. Ils m'ont demandé si j'étais en train de m'aventurer pour Ikok. Et là, j'ai dit du coup, oui, puisque j'avais mon itinéraire en main. Et puis, il me dit, OK, on va t'amener, tu ne vas plus t'arrêter à Manfé, tu vas aller directement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai demandé le prix, ils m'ont donné le prix. J'ai dit, OK, ça m'arrange. La région du sud-ouest, comme celle du nord-ouest Cameroun, est une voie de sortie prisée par les migrants clandestins. En 2008, Godard est parti d'ici à Bonabéry pour allier le Nigeria. Donc tu réunis tes 200 000, oui. Tu te dis un matin, tu vas partir. Tu vas partir. Tu te lèves, tu décides, mais il faut d'abord que tu décides en toi jusqu'à ton corps, dis que oui, il faut que tu te partes, tu t'engages. Tu arranges ton sac, le matin tu prends la route. Tu pars à l'agence, tu prends ton cas pour Bamenda. Dès que tu es à Bamenda, tu continues. Malgré la crise sécuritaire dans ces deux régions du pays, ces itinéraires restent très fréquentés. Le départ, c'est ici, à Bonabéry, à la gare routière, dans l'une des deux zones industrielles de la capitale économique du Cameroun. Ici, au moins une dizaine de voitures prennent la route toutes les heures et des voyageurs clandestins trouvent oreilles attentives à leurs demandes. Chez les chauffeurs, c'est le premier maillon du réseau des passeurs. Georges est manager d'une agence de transport. Il dit garantir aux passagers qui vont au Nigeria un voyage sans ennui. Out of the crisis, it's all the crisis that we have a difficulty. Any passenger who is on the way want to go and discover the Nigeria can come through a guarantee and you get the road journey free, and there is no insist. If you are out to travel, it depends on your program. You can come and reserve your ticket even in 2 days' time, in 1 day time. It's by a way. On t'a vendu du rêve. Malgré la crise, le business continue. Sur la route, des dizaines de checkpoints des forces de l'ordre du Cameroun
nous filmons en caméra discrète, à l'abri des regards des passagers méfiants. Et voici Kumba, l'une des villes où les séparatistes ont opéré des massacres. Ici, 2 options s'offrent aux voyageurs. La route, dans des cars de transport avec un fort risque d'attaque séparatiste, et la moto, sur les sentiers de pistes de la contrebande. On t'a vendu du rêve. On t'a vendu du rêve. Ils serpentent la forêt tropicale du sud-ouest Cameroun jusqu'au bord du Mayo Kari. C'est ce cours d'eau qui sépare le Cameroun du Nigeria. Les voyageurs rencontrent ici d'autres passeurs, les piroguiers. If water come at 300 naira and if water no dey na 150, the passenger go pay 100 naira. If water no dey, but if water dey na 200 wey passenger dey pay. Modalité pratique, laisser sur la rive le CFA, se munir du Naira pour la suite du voyage. Surtout, ne pas avoir le mal de mer, parce que la frontière se traverse dans ces embarcations de fortune. Plusieurs riverains se sont investis dans cette activité. En période haute, dont la saison sèche, il peut passer ici jusqu'à une vingtaine de clandestins par jour. Et en cette saison de pluie, seuls quelques businessmen s'apprêtent à rallier le Nigeria. They have special boats, or we call them canoes for vehicles, and they will take the luggages or what we carry, what we have bought, we take them, the vehicle carry them, and then reaching where the road is bad, the bike will take it back to Cameroon. So this is how we manage, and this is the border. We are already in Nigeria. Nos voyageurs peuvent à présent rejoindre Abuja. Puisqu'on avait passé la nuit à Abuja, on a fait la connaissance aussi d'une Camerounaise qui était installée au Nigeria. Donc elle nous a beaucoup aidé et elle nous a aussi fait comprendre qu'il est préférable pour nous que si nous voulons aller au Niger, qu'on essaie de chercher des voitures qui vont directement au Niger parce qu'il y en a des voitures. Juste que c'est un peu coûteux, mais il sera préférable pour nous de les emprunter. On leur a dit ok, qu'elle nous oriente, elle nous a orientés. Sortie du Cameroun par la voie clandestine, fait partie des recherches menées par cet universitaire. Honoré Mimché est devenu l'un des spécialistes les plus pointus sur la question de la migration clandestine en Afrique. Au fil des ans, quelques itinéraires sont devenus incontournables. Bon, il y a plusieurs itinéraires. J'ai même dû observer un itinéraire bien paradoxal. Moi, j'ai vu des gens qui passent par le Gabon. Il y a pratiquement 3 grands axes qui ont tendance à se constituer. Il y a un premier axe classique qui, avec la crise libyenne, s'est détérioré. Quittant le Cameroun, des gens prenaient le chemin de fer, se retrouvaient en N'Djamena, Kousséri, continuaient vers le nord et traversaient tout le Tchad pour entrer vers la Libye. Et en passant parfois, pour certains, par le nord l'est et le nord du Niger, pour entrer par la Libye. Mais également, il y a un axe un peu qui consiste à passer par Maradi, après Niamey, Maradi, il y en a qui montent vers Agadez ou bien qui peuvent passer par d'autres villes nigériennes et qui entrent en Algérie par Tamanrasset et continuent l'itinéraire vers le Maroc, Tanger, pour pouvoir espérer. Mais même au Maroc, il y a parfois plusieurs itinéraires dans des investigations faites. Il y a plusieurs itinéraires qui vont se dessiner. Il y en a qui vont continuer par l'Espagne, mais il y en a qui vont, comme l'image d'un certain Kingsley qui est devenu un peu réputé en Europe aujourd'hui, qui vont passer par le Portugal. C'est-à-dire qu'il y a des entrées par le Portugal. Et c'est un peu ça. Également au nord du Maroc ou bien de la Tunisie, des entrées par la Sicile. J'ai vu des chrétiens islamisés, reconvertis à l'islam, formés même au Gabon, et qui ont dû passer par le Gabon, et qui sont remontés vers la Centrafrique et tout entrés par le Soudan et qui finalement ont pris l'option. C'est comme ça que les histoires de Dubaï que vous entendez, l'histoire d'Arabie Saoudite et tout, c'est un nouveau couloir qui s'est constitué avec des difficultés dues au rétrécissement de l'accès en Libye, au Maroc et tout. Le migrant, il est dans son projet, c'est-à-dire que même si ça va lui prendre 10 ans, le point de chute peut être l'Europe, mais il n'y accède pas directement. Sur les chemins, une foultitude de personnages qui facilitent ou non le voyage. Fabien
a eu affaire à des convoyeurs. Quand je suis arrivé à Kano, j'ai dormi. Dès que j'ai dormi, j'attendais, on les appelle comment on les appelle, les convoyeurs. Donc ceux qui nous dirigent, j'attendais, bon, il n'est pas arrivé. J'ai fait pratiquement 2 jours à Kano pour l'attendre. Dès lors qu'il est arrivé, il m'a pris de Kano pour me rendre directement à la frontière Nigeria-Niger. Niger est arrivé au Niger, c'est juste un petit désert. La frontière, c'est juste un petit désert. Donc vous traversez, il y a des voitures qui vous attendent devant et vous entrez dans la voiture et vous partez dans la première ville du Niger qui est Zender. Marie-Louise, elle, a rencontré ceux que les Camerounais migrants clandestins ont appelés dans leur jargon de l'aventure les coxeurs. Il y a des coxeurs qui étaient en Libye, qui travaillaient avec des passagers qui venaient ici. Donc c'était en fait une transaction. Donc toi tu me donnes, moi je te donne de l'autre côté. Donc le coxeur appelle les passagers d'ici, les passeurs comme on les appelle, donner telle somme d'argent à tel, comme ça nous on va donner ici un dinar. Lorsqu'il arrive à Agadez, Godard n'a pas eu du mal à se prendre en main. Donc, dès qu'on est à Agadez maintenant, c'est un point de repos d'abord pour les clandestins. Elle fait peut-être 2 jours là-bas, 2 à 3 jours. Parce que c'est là-bas qu'on vous donne le programme de la continuité. Donc ce n'est plus le genre que tu vas aller payer le ticket de bus pour avancer, non. Là-bas, il y a les passeurs maintenant. Les passeurs, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a sa voiture, il a son agence, on peut dire que son agence des clandestins. Si peut-être sa trajectoire c'est en Algérie, il vous dit que bon, moi, je traverse plus que l'Algérie. Si toi tu arrives et que sur ton itinéraire tu passes par l'Algérie, tu peux t'abonner chez lui, il te dit combien tu dois payer. Tu payes et puis tu dois attendre le jour du voyage. Si c'est dans 1 semaine, il vous envoie, il a un endroit où, comme sa maison, quoi, il vous réserve là-bas. Quand tu payes déjà, tu peux rester là-bas, tu attends durant 1 semaine. Tandis d'autres gens ne font qu'arriver, on enregistre jusqu'à quand c'est bon maintenant. On programme le voyage. Sur la route de la migration clandestine, la connexion à un réseau sûr de passeurs est un atout déterminant. J'ai rencontré des chauffeurs à Agadez, à Difa, surtout à Agadez, j'ai vu des chauffeurs qui me disent qu'ils sont en contact avec ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Et finalement, quand vous voyez les couloirs migratoires qui vont se succéder, ceux qui arrivent par la suite ont de fortes connectivités, de connexions avec ceux qui ont précédé ou qui les ont précédés dans les circuits migratoires. Et dans cette catégorie de passeurs, on va retrouver une multiplicité d'acteurs. Il y a des religieux, il y a des chauffeurs, il y a même les restaurateurs. Il y a des restaurateurs parce qu'il y a des restaurants. Quand vous arrivez à Niamey, on vous dit aller dans un restaurant Cameroun. En réalité, c'est un éminent ou un puissant réseau de passeurs qui se sont constitués où le chauffeur va arriver, vous êtes déjà assis sur une table et on sait que c'est vous qui êtes assis sur la table. D'autres personnes dans le restaurant ne comprennent rien et on va vous tirer, vous extirper de là et vous aider à continuer. Il y a les chauffeurs, il y a des leaders religieux, il y a des leaders communautaires, il y a même ces, entre guillemets, ces Touaregs avec des chevaux, mais c'est une multiplicité d'acteurs et même des forces de l'ordre, hein, même des forces de l'ordre, on l'a vu. Et dans certains cas même, dans certains entretiens, les agents d'organisations humanitaires. Mais les passeurs ne mettent pas à l'abri de mauvaises rencontres. Le trajet, il est périlleux parce que quitter Arlit pour Tamaracet, chacun doit avoir 20 litres d'eau x2 dans des bidons. Tu dois te ravitailler il y a les tapioca, les sucres, les biscuits, tout ce qui peut résister, tout comme aliment qui peut résister. Il faut acheter les couvertures parce que déjà, en cette période, c'était l'hiver en Europe. Et quand c'est l'hiver en Europe comme ça, on se rapprochait déjà du Maghreb. Et déjà le Maghreb, ça faisait très froid dans la nuit, c'est ce qu'il m'avait dit. Tu montes dans le camion, tu installes tes bagages, tu t'accroches comme tu peux. Confortable ou pas confortable, dans ta tête, c'est que tu dois arriver chez les Blancs, tu veux aller te battre. Et comme anecdote, nous sommes arrivés à mi-parcours à un moment, il y avait les gens, c'est comme si c'était les gens qui devaient nous attaquer, il fallait aller se cacher dans des rochers. Moi, personnellement, je suis allé quelque part, je me cache. Dès que la menace est passée,
Je constate que là où j'étais caché, il y avait un squelette d'ossement d'humain là-bas. On en a croisé sur la route. Des gens qui tournent en bourse, ils se perdent comme ça avec la voiture, ils tournent. Tu trouves des gens qui ont séché comme des carcasses d'animaux. C'est des êtres humains. Et pour dormir au désert, c'est là où ça devient dangereux. Déjà qu'en journée, il y a une canicule qui peut vous arracher la peau. Mais tu tiens le coup parce que tu dis là, je vais chercher mon bonheur. Il faut vous voiler le visage parce qu'il y a le sable du désert et tout qui peut vous percer les yeux. La nuit maintenant pour dormir, moi, qu'est-ce que je faisais? Je vous jure, la nuit, il fallait que j'aille me coucher sous le camion. Juste au niveau où il y a le moteur. Parce que le camion a roulé toute la journée, le moteur il est chaud. Je vais donc me coucher là, ça fait que ça me tempose et ça me réchauffe. Parce qu'il faisait exagérément froid dans la nuit. Où j'ai été kidnappé. Les Asmaboy, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Très beau, vous voyez les Libyens, il a le visage d'un ange, tu le vois, il est complètement beau, il est parfait. Mais derrière cela, il n'a pas le visage d'ange. Mon pied est là, ça c'est le couteau, c'est pas parce que j'ai tapé juste pour essayer de rentrer la blessure, ça c'est le couteau avec j'étais en plein bagarre avec un Libyen. Parce qu'il essayait de lui, il voulait me violer, alors je voulais me battre, il a pris le couteau, il a tiré, puis ça m'a laissé cette cicatrice. Ces rudes conditions de voyage ne découragent pas nos migrants. Pourquoi? Honoré Mimchi a une réponse. Les questions de gouvernance peuvent être convoquées. Il y a eu des frustrations qui sont liées au système de gouvernance, parce qu'en réalité, nous sommes dans un contexte où la question de l'équité, de la justice sociale peut être posée et convoquée pour expliquer un peu cette détermination à partir. Parce que beaucoup que vous rencontrez là-bas, c'est le système de gouvernance qu'ils convoquent comme l'élément déclencheur de leur départ et même de changement de nationalité qui sont devenus, qui ont acquis la double ou bien pas d'autres nationalités que celles d'origine. Raquettes, arnaques, prise d'otages, prison, les jours passent, mais le rêve de nos voyageurs de fouler le sol européen reste intact. Certains iront presque au bout. Un an après son départ du Cameroun, l'Europe semble s'ouvrir à Marie-Louise. Elle est enfin dans un zodiaque, prête à traverser la Méditerranée. On me met dans une bague. Aux alentours de 2 h du matin, on nous envoie. Et les eaux n'étaient pas très bonnes. Il y avait une tribulation au niveau des eaux. Voilà comment on avait peut-être roulé 8 à 9 heures de temps. La vague s'effondre au milieu. Il n'y a plus de monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est sauf qu'il peut. Tout le monde commence à se dire. Ceux qui savaient nager, ceux qui ne savaient pas nager, descendaient au même moment. À fin de compte, elle est morte. Mais elle m'a tellement tenu les cheveux que il m'est venu à l'idée de penser, ouais, si je plonge, si je vais dans les profondeurs avec cette fille, elle va me lâcher. Parce qu'elle me tenait, elle se disait qu'elle a trouvé quelque chose de quoi s'agripper. C'est comme ça, je rentre dans les eaux. Elle constate maintenant qu'elle ne respire plus, elle me lâche. Elle me laisse. Je continue à nager à un niveau. Quand je regarde, je vois qu'ils sont en train de s'éloigner. Au lieu de prendre la nage normale, j'ai commencé à prendre la nage à la plume. Je me suis retrouvée presque auprès d'eux. Je prie à mon ami, s'il te plaît, sauve-moi. C'est comme ça qu'il me prend, il me met dans le diable. Et c'est comme ça que les Arabes viennent nous attraper. C'était toujours la prison. Fabien aussi a pu atteindre les côtes libyennes. Pendant 2 semaines, il attend la traversée et un soir, c'est le jour J. Mais Dieu merci, un soir là, on a dit que non, qu'on va partir. Donc Yalla, on va partir, qu'on va partir en Italie. On s'est réveillé pratiquement le jour où il était 1 heure d'eau. On nous a dit, bon, quand vous voulez partir, vous n'avez pas de t-shirt, il n'y a pas le rouge, tous les jogging, il n'y a pas, vous voyagez juste en short. Nous sommes quittés, nous sommes partis. Nous sommes bien arrivés dans le Diac, contenant au moins 500 personnes. Nous sommes arrivés, on a bien roulé avec notre capitaine, notre boussolé. Et quand nous sommes arrivés jusqu'à dans les eaux de l'Italie. Parce que quand vous arrivez dans les eaux de l'Italie comme ça, l'Italie a déjà l'information qu'il y a des gens dans l'eau. L'Italie envoie l'hélicoptère. L'hélicoptère qui vient maintenant vous sillonner, savoir à quelle position vous vous trouvez pour vous diriger. Maintenant, quand ça sillonne,
c'est venu vers nous, ça nous a montré la direction. Quand on voulait encore allumer, ça ne s'allumait plus, le moteur était gâté. C'est où vraiment, j'ai cru que je n'avais même plus voir personne, j'ai cru que c'était la mort comme ça. L'eau nous a poussés, ça nous amène maintenant dans les eaux libyennes. C'est où la souffrance commence. C'est la fin du rêve. À cette étape, Fabien prend une des décisions qu'il décrit lui-même comme l'une des plus difficiles de sa vie. 3 ans après son départ du Cameroun, il décide de rentrer. Mais comment procéder? À qui s'adresser du fond de cette prison libyenne? Fabien, comme des dizaines d'autres Camerounais dans ces circonstances, n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention des agences du système des Nations Unies, dont la migration est au cœur du mandat. Du pays de Barak, dans une pirogue tu embarques en abandonnant ta baraque. C'est que ton cœur il a cédé, tu t'es dit c'est décidé, je vais la faire, je vais la tenter. La grande traversée, vaudrait mieux ça que de décéder ici sans Sidi, sans CFA, sans argent.